Alors changer de vie, donc finalement changer de vie, on va commencer par les freins. On va commencer par ce qui peut poser problème et ce qui peut nous empêcher effectivement de changer. Pour après ensuite répondre à la deuxième question, comment je fais? C'est quand même ça qui nous intéresse. Parce que le changement, c'est certes excitant, certes une aventure, certes très intéressant, et ça fait aussi peur, vous l'avez souligné, et ça peut... Et puis il y a des freins. Alors nous, ce qu'on a voulu identifier, c'est comme frein, le premier frein, c'est finalement changer, mais pourquoi? Pour faire quoi? Parce que souvent, on a une sorte de malaise, de mal-être, on dit tiens, je sais pas, une impression de ne pas être à la bonne place, une impression qu'il y a comme un décalage dans notre vie entre ce qu'on vit au quotidien, l'environnement, les gens qu'on côtoie, les entreprises dans lesquelles on travaille, la ville dans laquelle on vit, et puis ce qu'on ressent à l'intérieur. Ça fait une sorte de malaise, ça pose des questions. Mais après, au-delà de ce malaise, on ne sait pas quelle réponse y apporter. Donc ça, c'est un premier frein, parce que quand on a envie de changer, mais on ne sait pas vers quoi aller, déjà, on peut rester des années comme ça, à se poser des questions, pourquoi je suis fait, quelle est ma vocation, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir après que dans la méthode, il faut pouvoir déjà répondre à cette question, peut-être avant de commencer. Le deuxième frein, ou la deuxième difficulté, c'est ce qu'on appelle le train-train. C'est les habitudes. Parce qu'on a tous des habitudes. Les habitudes, c'est ce qui permet de vivre des vies hyper... voilà, quand on a des enfants, un travail, un conjoint, une famille, des parents, etc., on a plein de choses à faire. Et pour arriver à maîtriser tout ça, il y a une chose qu'on appelle, ça s'appelle une habitude. Les habitudes, c'est des choses pour maîtriser notre environnement. Donc quand on a des habitudes, tout va bien, on arrive à emmener les enfants à la bonne heure à l'école, à aller au travail, on va arriver à l'heure, à réussir à atteindre les objectifs qu'on nous a fixés, etc. Mais toutes ces habitudes-là, quand on veut changer, il faut à un moment donné pouvoir en sortir. Et alors c'est dur. Tiens, je ne vais plus me lever exactement à la même heure le matin. Ou, je sais plus, je vais pas rentrer à la même heure le soir. Ah mais tout ça, ça bouleverse des choses. Oui mais attends, je vais plus pouvoir aller chercher les enfants à la sortie de l'école. Ou pas à la même heure. Ah mais comment on fait, etc. Puis on n'est pas tout seul, généralement on est peut-être dans un couple, dans une famille, etc. Donc tout ça, ça bouleverse un peu l'équilibre de tout le monde. Et donc c'est nos habitudes, les habitudes des autres. D'ailleurs c'est souvent les habitudes des autres aussi qu'on met en cause et ça peut déranger. Donc ça c'est vraiment un frein. Alors là je vous ai mis une petite photo d'un accident de train à Montparnasse en 1892 je crois. Donc c'est sortir un peu à un moment donné comment on va faire pour essayer de sortir de ces habitudes qui sont des choses qui nous sécurisent, qui nous rassurent, et dans lesquels on se sent bien finalement, auxquels on est attaché malgré tout. Je crois que c'est Kennedy qui disait finalement la plupart des gens ils préfèrent rester dans leurs habitudes même s'ils doivent en souffrir un peu plutôt que de changer. Souvent, tiens, on va préférer continuer malgré tout plutôt que de changer parce que ça, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis le dernier point, alors ça c'est ce qu'on appelle le DIP. On en reparlera. Donc c'est DIP. Enfin, on appelle comme ça c'est un nom. Le DIP, c'est quoi? Eh bien, vous voyez, vous avez au-dessus de la falaise à gauche, et puis disons que vous voulez changer, vous voulez aller en haut de la falaise à droite. Donc il y a tout un petit chemin à parcourir, et ce chemin, c'est des risques, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des efforts, enfin c'est plein de choses. Et ce DIP-là, il faut, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que je suis prêt à le passer? Est-ce que je veux le passer? Comment je vais le passer? Et souvent, on se dit, tiens, non, c'est trop pentu, je ne vais pas descendre parce que je ne sais pas je sais pas si je vais arriver de l'autre côté. Donc ça, c'est souvent ce qu'on ressent face au changement. On verra comment on peut faire pour se sécuriser et passer ce moment. Alors, voilà les trois freins, mais comme on est optimiste, on se dit que finalement tout ça on va réussir à les dépasser. Alors il y a le changement, ça commence d'abord par un choix. On a vu, il y a des habitudes qui nous empêchent de changer. Nos habitudes et les habitudes des autres. Il y a l'écart entre notre rêve, entre ce qu'on a envie de réaliser et puis là où on est. Et puis il y a, on ne sait pas toujours ce qu'on veut. Alors par rapport à ça, il faut qu'on fasse un choix. Et ce choix, on a le droit de le faire. Le premier choix,
et il y a un certain nombre de personnes qui le font, bah, c'est de ne rien faire. Je ne vais pas changer. Finalement, moi mes habitudes, j'y tiens, c'est vrai que j'ai pas une vie super, mais bon, finalement elle n'est pas si mauvaise que ça, donc je ne vais pas changer, parce que j'ai trop peur, je ne sais pas ce que je veux faire, et donc je reste au même endroit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la voie de la résignation. C'est pas forcément celle qu'on choisit, ou qu'on encourage les gens à choisir, mais en tout cas elle existe. Et elle est honorable, je veux dire, après tout, on peut aussi choisir de ne pas changer, une fois qu'on a réfléchi à ça. La deuxième option, c'est changer le monde ou les gens. Finalement, on n'est pas bien dans son couple, on va se dire, je vais changer ma femme. Vous vous marrez. Alors forcément, là, on est dans quelque chose de difficile, parce qu'on sait bien que les gens, ils ne changent pas beaucoup. Et puis, ils changent que s'ils ont envie de changer. Donc, voilà. Donc, changer son entreprise, changer la ville dans laquelle on vit, changer le pays dans lequel on vit, changer donc sa femme, ses enfants. Alors, ses enfants, on ne peut pas. Voilà. Alors ça, c'est la voie de l'engagement. Ça peut être la voie de l'engagement politique ou associatif. Ou, finalement, je ne suis pas content, au Mans, je ne me sens pas bien, parce que telle ou telle raison, bah, je vais aller au conseil municipal pour essayer de changer les choses. C'est la voie de l'engagement. Bon, c'est aussi une option, c'est long, c'est difficile, mais ça peut donner du sens aussi à sa vie. La troisième option, c'est de se changer soi. Alors se changer soi, c'est quelque part, c'est est-ce que le mal-être que je ressens, est-ce que le décalage, voilà, ce que je ressens de négatif, est-ce que c'est pas lié aussi à ma façon de regarder les choses? Est-ce que je ne regarde pas que le mauvais côté des choses? Est-ce que dans ma façon d'être, on va prendre l'exemple du conjoint, est-ce que finalement, est-ce que je fais suffisamment d'efforts aussi pour que ça se passe bien? Au travail, c'est pareil. Est-ce que finalement, je vois les choses du bon côté ou tout le temps du mauvais côté? Ou est-ce que j'ai le bon comportement? Donc, changer de vie, c'est pas ça auquel on va s'intéresser aujourd'hui, mais ça peut être aussi se changer soi, c'est-à-dire travailler sur soi pour pouvoir évoluer dans sa manière d'être avec les autres et avec son environnement. Donc ça, c'est la voie du développement personnel. Vous savez, le développement personnel, on en parle beaucoup, c'est ça, c'est le développement personnel, je vais travailler sur moi pour changer. Et puis la quatrième voie, bah, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, mais je préférerais revenir quand même sur les trois autres. Bah, c'est changer de vie. Donc là, bah, c'est changer de métier, changer d'entreprise, changer de ville, changer de pays, changer de conjoint, changer d'enfant, déjà ça c'est pareil, on va pas. Ou changer de parents maintenant, parce qu'il bon, y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais c'est que du développement personnel. Donc voilà, donc là c'est changer de vie et c'est ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc comment on fait pour changer de vie? Ça vous va? Vous me dites si je ne suis pas clair ou si vous vous ennuyez. Levez la main. Alors, changer de vie. Alors, la première étape qui nous semble essentielle, elle part de loin cette étape. Mais la première étape, donc la première réflexion à avoir, c'est la question du sens qu'on veut donner à sa vie. On n'a pas tous le même âge ici, mais cette question-là, on peut tous se la poser. Et pour pouvoir se poser la question du sens à sa vie, il y a un exercice qui est assez simple à faire. Alors, je vais faire un petit exercice d'imagination. Hein. Vous allez imaginer que vous avez, je vais commencer à quel âge? On va dire, on va prendre les plus jeunes, vous allez imaginer que vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et les années passent, hein, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, hein, vous vieillissez bien, vous êtes en pleine forme, tout va bien, 100 ans, 110 ans, on va vivre vieux, hein, donc il faut être confiant, 120 ans, et au moment où finalement vous arrivez peut-être à l'extrémité de votre vie, à un moment donné, hop, vous vous retournez en arrière et vous regardez la vie que vous avez vécue. Faites cet exercice, voilà, projetez-vous dans les années et regardez un peu derrière. Et là, c'est de se dire finalement la vie que j'ai. Est-ce que j'ai vécu la vie que j'avais envie de vivre? Est-ce que cette vie, elle a valu la peine d'être vécue? Est-ce qu'elle a été utile? Quelle trace je laisse aux autres? Et est-ce que cette trace que je laisse aux autres, bah, c'est celle que j'avais envie de laisser?
Et quand vous faites cet exercice-là de projection dans le temps, bah, vous allez voir, après il faut le faire avec sincérité, mais vous allez voir probablement apparaître des choses. Vous allez voir finalement, est-ce que je suis dans la bonne lignée ou pas? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça va dans le bon sens ou pas? Alors c'est une question un peu existentielle, on met du temps à y répondre, mais souvent quand on fait cet exercice-là, on voit quand même des petites choses qui apparaissent assez rapidement. Voilà, c'est toutes ces questions qui font qu'à un moment donné, bah, on est fier du chemin parcouru. Et ça, c'est important. Alors ça, c'est la première étape, hein. C'est vraiment une réflexion qui est à mener, et qui débouche aussi parfois sur une idée de métier ou des choses aussi beaucoup plus concrètes. La deuxième question, donc après le sens de sa vie, c'est de savoir qui on est. Quelles sont mes valeurs? En quoi je crois? Est-ce que c'est dans la justice, dans l'argent, dans la liberté, dans l'amitié, que sais-je, voilà. Mais c'est en quoi je crois profondément, des choses sur lesquelles je ne suis pas prêt à négocier. Et puis, quelles sont mes motivations profondes? Alors, les motivations profondes, en fait, vous avez deux types de motivations. Nous, on en parle souvent, on essaie de faire cette différence. C'est-à-dire, vous avez une motivation qu'on appelle finale, c'est un terme un peu technique, ça, et instrumentale. La motivation finale, c'est par exemple, vous allez vous promener à la montagne, vous montez en haut de la montagne, vous êtes arrivé en haut, vous êtes content parce que vous êtes arrivé en haut. Vous allez monter, voilà, super, vous regardez le paysage, vous dites, tiens, super, j'ai réussi à monter à 2000 mètres d'altitude. Ça, c'est la motivation finale, c'est quand j'atteins un objectif. C'est quand j'ai une promotion dans mon travail, ou que voilà, j'ai une promotion, j'atteins un certain niveau de salaire. Vous voyez, c'est quand je monte les échelles un peu de la réussite sociale. Ça. Et puis, vous avez la motivation instrumentale. Motivation instrumentale, c'est ce qui fait qu'on prend du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que chaque seconde, quand on est en train de faire sa petite tâche au travail, quand on est en train de... Voilà, ben on prend du plaisir. Le temps passe vite, on ne s'en rend pas compte. Vous avez tous une activité comme ça que vous faites, vous pouvez passer des heures, et hop, vous faites, ah, il y a 2 heures qui est passé, mince, tiens, je m'en suis rendu compte de rien. Et bien ça, c'est la motivation instrumentale. Donc c'est celui qui, quand il va monter la montagne, et quand il est sur le chemin, je sais pas, il respire l'air autour de lui, il regarde les paysages, il sent l'effort de ses cuisses qui poussent pour le faire avancer, et lui, il prend du plaisir vraiment comme ça, à chaque pas presque, pour monter en haut de la montagne. Donc c'est deux formes de motivation, donc de plaisir, mais ce qui compte, c'est quand même la deuxième, la motivation instrumentale. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des objectifs, de se dire, bon, il faut que j'arrive à gagner tant d'argent, il faut que j'arrive à occuper tel poste, faut que, je sais pas, je crée telle entreprise, ça c'est bien. Mais derrière, c'est le plaisir qu'on prend au quotidien. Et donc, si on veut être cohérent avec soi-même, et d'ailleurs on peut faire les deux, on peut aussi à la fois réussir sa vie, réussir dans la vie. On peut à la fois avoir un job qui nous permet d'évoluer, et en même temps, où on se fait plaisir. Ça existe aussi. Et quand on a un job où on fait que évoluer et qu'on ne se fait pas plaisir, bah voilà, on en souffre. Mais c'est pareil dans un couple. Hein. On se dit, tiens, j'ai un couple, on est en couple, bah, on va avoir des enfants, on va avoir une maison, on va avoir un chien. Enfin, je prends un modèle un peu peut-être vieillot, mais en tout cas, c'est un modèle qui est en France. Et voilà, là, je prends ce modèle-là. Et puis, bah, par contre, est-ce que je suis bien dans mon quotidien? Est-ce que toutes les activités qu'on a ensemble donnent de la satisfaction, permettent de m'épanouir, etc. Et puis le dernier point, c'est peut-être mes besoins. De quoi j'ai besoin pour être heureux, pour être bien. Donc c'est les besoins matériels, on en a déjà parlé, hein, voilà. Et c'est aussi les besoins on appelle ça besoins narcissiques. Est-ce que j'ai besoin que les gens m'admirent, ils me trouvent intéressant, sympa, voilà. Et on a tous des besoins comme ça, de reconnaissance, de valorisation, de choses. Et puis mes besoins relationnels, avec quel type de personne je me sens bien. Vous savez, vous avez des gens qui, quand ils arrivent le samedi soir chez eux, le vendredi soir, ils n'ont qu'une envie, c'est de prendre un bon bouquin, et puis voilà, d'être tranquille chez eux dans leur petit monde. Puis d'autres qui ont envie, voilà, qui vont aller venir à la conférence, puis après ils vont aller au resto manger avec des amis, ou ils vont avoir besoin. Il y a des gens qui ont énormément besoin d'être avec les autres, et puis d'autres qui ont besoin plutôt d'être dans leur monde. De quel type je suis, par exemple. Et ça va avoir un impact forcément sur le choix de l'activité que je vais faire, mon style de vie. Donc ça, c'est des questions qu'il faut pouvoir se poser pour pouvoir faire le bon choix.
Alors ensuite, la troisième étape, et puis après on aura terminé sur un peu, voilà, savoir qu'est-ce que je veux dans la vie, c'est de connaître ses dons. Vous avez tous des dons. Vous avez tous un talent, ou plusieurs talents. Mais quelque chose que vous faites bien. Et souvent c'est quelque chose que vous faites naturellement, sans vous poser de questions. Donc il faut essayer de trouver ce petit truc que vous faites bien et que vous aimez faire et qui fait que vous êtes... que ça vous... Voilà, ça va vous valoriser, vous allez y arriver et il faut que vous puissiez l'exprimer ce don. Ne pas le... Par exemple, je connais une personne qui a des super talents de photographe, de peinture, qui peint excessivement bien, etc. Et en fait, elle a ce don, ce véritable don qu'elle a, elle l'a mis de côté, parce que depuis qu'elle est enfant, ses parents lui ont toujours répété, mais oui, mais la peinture, ça, tu ne peux pas gagner d'argent, la photographie non plus, et donc elle a fait des grandes études, voilà, dans une belle école de commerce, etc. Mais au final, est-ce qu'elle sera heureuse dans une entreprise? Alors qu'elle peut peut-être développer une activité dans le domaine de la photographie et de la peinture, et elle peut en vivre, il y a des gens qui en vivent. Après, c'est comment je fais pour en vivre. Ça, c'est une autre question. Mais au moins, il y a un choix qui peut être fait. Et c'est possible. Mais c'est pas... c'est possible. Donc c'est qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais naturellement, qu'est-ce que je fais avec plaisir. Là où je suis le meilleur. Et pas par rapport aux autres, par rapport à moi-même. Voilà. Qu'est-ce que je fais bien. Vous les connaissez, vos dons? C'est pas facile, hein, comme les découvrir. Boire une bière avec une copine. Comment? Boire une bière avec une copine. Ouais, ça donne une piste déjà. Et après, peut-être quand vous prenez cette bière avec votre copine, peut-être que vous l'écoutez, peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être qu'il y a, voilà, il y a un truc que vous pourriez retrouver ailleurs. Peut-être. Oui, mais pour connaître ses dons, ça rejoint en fait la confiance en soi. C'est lié. Bah, c'est lié parce que c'est sûr que quand on fait quelque chose... C'est un travail sur la confiance en soi, parce que si on n'a pas confiance en soi, on met de côté ce don, entre guillemets. Bah, peut-être qu'on n'ose pas effectivement l'exprimer, l'utiliser parce qu'il n'est pas dans... il n'est pas peut-être valorisé socialement, ou par l'entourage. Par l'entourage. Comme par exemple souvent, voilà, dans notre société, on voit par exemple, il y a plein de gens peut-être qui sont bons pour le travail manuel, parfois, et puis on leur dit, bah oui, mais non, le travail manuel, on le dévalorise, etc. Donc c'est des gens qui pourraient faire des choses extraordinaires. Mais on va tout de suite chercher à éteindre ça pour nous donner un peu une direction. On a tous un peu, on essaie de tracer notre destin à notre place, hein. De toute façon c'est le fonctionnement de la société. Hein. Mais on peut en tout cas individuellement essayer de s'émanciper de ça. Alors voilà, donc ça c'était la partie consacrée à plutôt voilà, comment je peux savoir, donc réfléchir au sens de sa vie. C'est une question difficile peut-être. Réfléchir à ce qui nous motive profondément, nos valeurs profondes, et puis à ce qu'on sait faire. Avoir cette réflexion, il faut avoir cette réflexion, la difficulté c'est de l'avoir en sincérité. Parce que ce qu'on va découvrir, ça va pas forcément toujours nous plaire à nous-mêmes en fait, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au début on a nous-mêmes nos propres freins. À découvrir par exemple un intellectuel qui est finalement peut-être super bon au niveau manuel.